Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Roux Guitar. How are you? Bonjour, ça va très bien et toi Seb, comment? Ouais, ça va Comment ça se super. Écoute, passe? ça va super. Je suis content que tu sois là. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter sur la Ouais, on chaîne. en parle depuis quelques temps, ouais, effectivement. Ça fait plusieurs années que comment dirais-je, nous communiquons. Voilà. Est-ce que pour les gens, alors pour le peu de gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Eh bien, écoutez, je suis français, donc je vis en Finlande depuis 2003. Je suis musicien professionnel, entrepreneur, producteur et prof de guitare. On va la faire courte, j'ai 47 ans. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, je suis papa. Et je crée des contenus sur YouTube. C'est certainement de ce côté-là que vous m'avez découvert, ceux qui me connaissent. Et donc voilà, je vais tourner un petit studio, une école de musique à Helsinki. J'ai enregistré plusieurs albums. J'ai créé un label qui s'appelle Mad Guitar Records, qui est plus très actif en ce moment, faute de temps libre. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et donc, mon activité principale, c'est effectivement ce studio d'enseignement, cette école de musique où je reçois des élèves. Alors, je donne soit des cours privés, mais principalement des cours à des petits groupes d'élèves. C'est vraiment ça que j'adore faire, animer des ateliers d'élèves dans tous les styles. Maintenant, vous le savez, euh, j'aime particulièrement le rock, la guitare électrique et la guitare acoustique, notamment le blues au doigt et le picking. Donc, si c'est dans ces styles, c'est encore mieux, mais c'est vrai que la pop, ça fait partie de la culture générale. Donc, c'est dans ces styles-là que j'enseigne également. Et dès que j'ai une minute, eh bien, je prends ma caméra pour enregistrer une petite vidéo, puisque j'ai également une école en ligne qui s'appelle la Roux Guitar School. Et là où je m'adresse à un public francophone. D'accord. Bon, tous les liens, comme d'habitude, les amis, tous les liens seront dans la description, vers la chaîne YouTube de Roux, vers son site internet de cours en ligne. Éventuellement, tu donnes des cours en visio ou pas? Absolument, Ouais, donc absolument. je mettrai aussi le contact pour éventuellement réserver un slot de. Alors, je sais pas comment on dirait. Voilà. Ouais, bon, c'est pas un créneau, mais c'est pas, voilà, je suis pas venu pour faire de la promo, je suis venu Bah, pour non, non, discuter. mais après, non, mais c'est le partage. Je veux dire, c'est. Pour moi, c'est. Ouais, non, c'est pas une question de promo, c'est une question que les gens puissent apprécier ton travail aussi, quoi. Je veux dire, c'est aussi le but. Voilà. Et, comment as-tu commencé la guitare? À quel âge as-tu commencé? Quel est ton parcours? On va essayer de faire concis, on va essayer de faire court. Donc, la guitare, c'est vraiment la guitare électrique qui m'a fasciné quand j'étais gamin. Il a fallu batailler très dur avec mes parents pour pouvoir débuter ça parce que je ne viens pas d'une famille de musiciens, Hmm. mais alors vraiment pas. Et donc, c'est un monde complètement étranger euh, pour mes parents. Donc, vers 12 ans, j'ai fait une saison de conservatoire guitare classique et j'ai détesté, donc j'ai arrêté. Et à 15 ans, j'ai démarré la guitare électrique. J'ai essayé de m'enseigner tout seul avec des tablatures qu'on trouvait dans les magazines. On est dans les années 90, c'est pas du tout la même époque qu'aujourd'hui. Donc, on faisait feu de tout bois avec des copains qui te montrent des trucs. Tu essaies de reprendre à l'oreille, mais bon, voilà, c'était très difficile. Et j'ai pris des cours de guitare. J'avais la chance d'habiter en région parisienne, mais ça coûtait cher les cours de guitare avec un vrai prof de guitare électrique, parce que moi, je voulais pas un prof de guitare acoustique. C'était vraiment la guitare électrique que je voulais apprendre. Donc, on va dire que c'est à 15 ans. À 15 ans. Et j'ai joué donc dans des groupes. Dès que j'arrivais à enchaîner quelques accords, j'ai essayé de jouer avec des copains et dans des groupes, me produire localement. Et vers 19 ans, j'ai fait le CMCN qui s'appelle aujourd'hui MAI à Nancy. Et ça a changé ma vie, ça c'est clair. D'accord, donc ça a été. Oui, tu as fait tes études. Ouais, le CMCN, d'accord, ok, ça s'appelait le CMCN à l'époque quand même. Ah oui, oui, c'est vrai. Le centre musical et créatif de Nancy. Donc à l'époque, c'était. Alors là, ça remonte, hein, parce que ça remonte à 95-96. C'était Hans J. Kulok qui était directeur pédagogique et
Morellini, je me souviens plus de son prénom. Je suis C'est vraiment Richard Paul Morellini. exactement. C'était sérieux, hein, c'était sérieux. Mais faire cette école de musique, c'était comme faire un stage d'un an et demi au paradis en fait, pour guitariste, parce que j'ai pu rencontrer des gens comme Jean-Paul Rapin, Jean-Claude. Jean-Claude Rapin. Ah Ouais, non, mais ça fait un ouais. moment que j'y arrive. Beaucoup d'intervenants. Il y avait évidemment Manu Livertou, il y avait Hassan Ajdi. Enfin, je vais pas faire la liste de tous, mais c'était que des gens que j'avais vus dans les magazines de guitare et pouvoir prendre des cours avec eux, sans parler des intervenants américains. Ça a été. Mais Hmm. bon, passé après la phase d'émerveillement, il y avait une compétition extrêmement intense et c'était vraiment un système où seuls les meilleurs ou les moins mauvais ont le droit ont le droit de continuer. Il y avait il y avait le système pédagogique reposait sur une certaine pression parce qu'il considérait que si tu veux être musicien professionnel, il faut que tu sois euh, au mieux équipé avec un bagage musical et technique, et puis aussi psychologiquement, mentalement, être fort. Donc, Hmm. pas se laisser impressionner ou démonter. Donc, après cette école-là, une fois le diplôme obtenu, c'est vrai que les premiers concerts, c'était très facile de jouer sur scène en région parisienne parce qu'en fait, il n'y avait pas 50 guitaristes qui te regardaient les bras croisés quand tu jouais. Il y avait juste des gens qui buvaient une bière. Ouais. Donc, c'était beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile. Mais cela dit, après, c'était une autre pression de jouer, de tourner avec des groupes parce que euh, quand tu fais une école de musique, personne ne te demande d'avoir une présence scénique. Oui. Et quand tu fais une école de musique, en fait, tu ne sais pas euh, que le public peut quitter la salle si l'ambiance n'est pas. Parce que tu joues beaucoup de concerts où les gens ne payent pas forcément un ticket Hmm. pour rentrer. Ils viennent, il y a un groupe qui joue. Si le groupe est bon, ils restent boire un coup. Si le groupe n'est Oui. pas bon, ils vont aller boire un coup ailleurs. Donc ce genre de truc-là, on ne te l'enseigne pas en école de musique. Mais bon, c'est euh, c'est un. Tu te formes en fait sur le terrain également. Donc en fait, lorsque tu es revenu en région parisienne, tu as fait ce qu'on appelle le métier, réellement. Donc tu es devenu, est-ce que tu es devenu intermittent? Tu jouais dans des groupes de quoi, de reprises, de trucs comme ça? Alors, comme beaucoup, hein, je suis rentré, donc j'étais originaire de région parisienne, donc effectivement, c'est en région parisienne que je me suis produit le plus avec des groupes, avec plusieurs groupes. Il y avait des groupes qui étaient plus ou moins, voilà, c'était ce que je trouvais sur le coup. Je me faisais ma petite pièce, hein, je ne peux pas parler de salaire, je galérais vraiment et je donnais des cours de guitare au studio, au local de répétition du groupe, plus chez moi, plus à domicile, donc j'essayais de cumuler. Et ensuite, j'ai enseigné en école de musique, dans une petite école de musique à Tours. Et là, c'était pareil. Malgré le fait que voilà, tu te produis, tu as des élèves, j'en vivais très, très, très mal. Au début, hein, au début. Donc, c'était Hmm. c'était cette époque-là. Effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer du rock. Mais je prenais évidemment tous les projets que j'étais capable d'assumer techniquement. Parce que même si t'es un rocker, ça veut pas dire que tu sais bien jouer dans le registre pop. Hein. C'est pas parce qu'un sol majeur, tu sais le jouer Ouais. que Oui, oui. si on prend l'exemple de la pop, évidemment, c'est pas injouable. T'as pas besoin d'apprendre des solos interminables, mais il faut avoir le son. Et donc, si tu fais une audition, ils vont pas chercher le mec qui sait jouer Yngwie Malmsteen. Ils vont chercher le type qui a le son pour le son clair, pour faire dans le registre pop, qui possède une guitare acoustique, qui possède euh, un Oui. matériel et l'expérience pour se produire. S'ils voient un mec avec les cheveux longs qui sait jouer que du métal, ils vont pas vouloir le prendre. Oui, Donc, le cahier des charges. Ouais, le il cahier faut des charges est pas le même. Ouais. bien entendu. Donc, il faut. Mais à l'époque, moi, c'est quand j'avais 20 ballets, je ne le comprenais pas ça. Moi, je disais, mais attends, mais ils me prennent pas alors que je sais jouer Satriani. Pourquoi? Tu vois, Ouais. c'était difficile à comprendre parce que moi, je Ouais. parlais, ok, qui peut le plus, peut le moins. Je pense que ça t'est arrivé aussi. Tu fais des auditions et en fait, tu corresponds pas
stylistiquement à l'identité du groupe, bien que tu peux jouer leur répertoire sans aucun problème. Mais jouer le répertoire, les notes correctement, ça suffit pas. Il faut quelque chose en plus. Et ça, c'est des trucs que tu apprends justement avec le... Oui, c'est le métier, ce qu'on appellerait le métier. Voilà. Exactement. Et une fois que tu as le métier, bah, tu arrives à être prêt en fait à jouer sur scène sans répétition. En fait, c'est ça le truc. Hmm. Euh, Moi, quand j'ai formé mon groupe à Helsinki, là, on va avancer dans le temps. Mais c'est vrai que quand j'ai formé mon groupe, eh bien, le premier batteur, m'a lâché 4 semaines avant le premier concert. Et moi, le concert, je l'annule pas, hein. Oui, bah, Je vais avoir l'air d'un guignol si je dis à la salle, bon, bah écoutez, on n'a plus de batteur. Donc j'ai trouvé un nouveau batteur et le mec m'a dit, tes morceaux, je peux les jouer. Ben, j'ai dit, bah écoute, espérons, espérons. Et donc on avait fait 3 répétitions et on a fait le concert. Et le mec, il a joué tous les morceaux, hein, il n'y avait pas de souci. Donc c'est oui. ça, en fait, à un certain niveau, tu Oui, es il n'y a plus de censé. répétitions, enfin du moins il y a des Il n'y a répétitions. pas besoin de répétition. Après, les morceaux, si les morceaux sont écrits. Après, si c'est un groupe d'improvisation, là, c'est différent. Là, c'est totalement différent. Ou s'il y a. Après, c'était pas des trucs avec des chorégraphies de folie. Alors c'est peut-être une question peut-être un peu plus personnelle, mais qu'est-ce qui a fait que tu es allé t'installer donc à Helsinki, en Alors, ah, Finlande? cette question, on me la pose tous les samedis soirs. Ah d'accord, ok. Ah non, bah attends, on doit te poser la même avec l'Espagne, donc. Non, mais c'est pas un Euh, problème. Il faut jouer le jeu après tout. Donc, je me suis expatrié en Finlande à Helsinki depuis 2003 et j'ai rencontré une Finlandaise dans les années 2000, donc en hmm, région parisienne, à une époque où j'avais fait un peu, j'avais mis de côté la musique. On en reparlera peut-être. Et d'accord. donc, elle m'a invité dans son, enfin, elle vivait donc, elle étudiait en France. Bon, on va la faire courte. Et puis, elle m'a invité à passer des vacances en Finlande. En fait, c'est un pays que je connaissais pas du tout. Moi, j'étais un peu casanier. Donc, je dis bah écoute, pourquoi pas, allez, passons des vacances en Finlande. Et écoute, moi je m'en souviens encore, vraiment la première sensation quand je suis arrivé en Finlande, c'est que j'avais l'impression d'être chez moi ici. Tout était mieux. Tout était mieux pour moi. Après, il y a des gens qui vont dire, bah non, il fait froid, tout ça. Certes, pour toi, c'est peut-être moins bien, mais pour moi, tout correspondait à ma nature. Oui, après ça, Et, c'est ça, les gens, oui, voilà, si les gens ils comprennent pas parce que bon, quand tu t'expatries, bon, ce qui est mon cas aussi. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui comprennent pas pourquoi. Mais attends, mais moi, j'aimerais pas vivre dans ce pays. Bah ouais, non, mais toi, t'es toi et moi, c'est différent. Voilà. et donc, Alors, peut-être juste une petite parenthèse. Tu vas peut-être excuser en fait mon ignorance, mais moi, j'ai été en Finlande, donc en Laponie, en décembre dernier, avec les enfants. on va Donc, pardon? fallait me prévenir. Remarque, en Laponie, j'y serais peut-être pas allé, mais si tu t'arrêtes à Helsinki, faut me le dire. Et en fait, bah non, on est parti. En fait, non, non, on atterrit directement sur le lieu. Donc, en hiver, il faisait 4 heures de jour 4 heures de lumière par jour, je dirais. Est-ce que c'est le cas aussi à Helsinki ou non? Effectivement, bon, on va pas trop faire sur la pluie et le beau temps, mais effectivement, l'hiver est difficile et entre novembre et janvier. Il y a vraiment 2 mois. Avec ma louloute, vraiment le mois de décembre, je nous impose d'aller faire 10 jours à Tenerife parce que il fait vraiment trop sombre et ça te pèse. T'as l'impression en fait de travailler toujours en intérieur Hmm. parce que tu vois jamais la lumière du jour. Là, par exemple, il y a de la lumière naturelle ici. Alors, c'est l'inverse par contre l'été. C'est-à-dire que ici à 23h30, tu roules sans les phares, hein. Il y a pas, Oui, c'est oui, bon. oui, oui. Mais effectivement, il fait très sombre et même dans le sud, les journées sont un peu plus longues. Hmm, Mais c'est quand même pas terrible. Au mois de janvier, il y a beaucoup de neige et donc la lumière se reflète énormément. d'accord. Donc ça va un peu mieux. Mais c'est pas le mois de novembre.
et décembre, ouais, bon, ça m'arrange parce qu'on fait on fait quelques jours à Tenerife et ensuite je vais en France en général pour Noël. Oui, Donc j'essaie de me barrer oui, au mois voilà, de, d'accord, ok. au mois de décembre, bien que Noël, c'est très sympa en Finlande, t'as vraiment l'ambiance de Noël. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais il y a des trucs, il y a des trucs magnifiques. T'es comme dans un décor de film, hein, parce que tu sais, bah, Helsinki, c'est pas la région la plus peuplée du monde. Oui, Et même toi, tu as dû voir en Laponie, sauf si tu es peut-être allé dans des coins touristiques. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu es tout seul dans la rue, la neige, elle vient juste de tomber, tout est blanc, et la neige, c'est comme des panneaux acoustiques, ça absorbe énormément le son, et donc, tu es comme dans un décor de film où il y a pas cette réverbération naturelle que tu as hmm, dans la vie de tous les jours. Comme il y a très peu de voitures qui circulent, et tu as les lumières de Noël, tu as les décorations, oui, oui, c'est oui. complètement dingue, quoi. Et t'es tout seul en plus là-dedans, quoi, parce qu'il y a personne. T'as l'impression de te balader dans un... Alors, c'est pas tout le temps, hein. Il y a des fois où la neige, elle fond, et c'est super crade, et les voitures sont super sales, ça fait une espèce de neige noire. Mais quand la neige vient juste de tomber, ouais, c'est super joli. Ouais, Mais ouais. bon, passer l'émerveillement des premières années, tu vois, tu te barres au mois de décembre, parce qu'il fait trop... Ouais, ouais, ouais. c'est Donc, super ouais, sympa. je voulais savoir parce que, bon, comme voilà, c'est un pays un peu particulier, etc. Donc, je voulais. Donc, tu disais que. Donc, tu t'es expatrié et arrivé là-bas, tu as commencé. Alors, tu t'avais quitté un peu le milieu musical, on va dire, professionnel. Et. Oui, alors, c'est pas en rapport directement avec la Finlande, ça vient simplement du fait que, bah, à un moment, j'ai eu envie de tourner la page, de mettre la musique entre parenthèses. Et comme je galérais en fait avec mes revenus de musicien, et j'avais pas de groupe qui marchait de la mort, quoi. Si tu as un groupe qui marche super bien et que t'en vis pas, bon, ça va. Inversement, si tu as un groupe voilà, qui rémunère correctement, et que voilà, le groupe, tout le monde s'en fout, c'est pas terrible. Bon, ça va, tu peux Ouais, continuer. Moi, je pense que j'avais un peu aucun des deux, ou du moins j'étais un peu démotivé par rapport à ça. Donc j'ai mis ça sur pause pendant plusieurs années, pendant plusieurs années. Et donc j'ai fait des petits boulots en fait dans des restos où je pouvais. Et là c'était différent parce que autant là j'arrivais à gagner un SMIC tous les mois. Alors, avec la guitare quand j'avais 20 ballets, j'en étais très loin, quoi. d'accord. Donc, enfin là, tu sais, le temps passe et voilà, Oui, 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 j'ai oui, fait oui. une pause par rapport à ça. Je suis arrivé en Finlande et j'ai eu envie de de recommencer à zéro. Oui, Donc, j'ai appris la langue, je me suis intégré, j'ai fait également bah, des stages, des petits boulots, et puis à un moment, voilà, je me suis dit, mais si je reprends pas la guitare, mais c'est dommage parce que c'est le truc en fait que je faisais le mieux dans ma vie, c'était jouer de la guitare. Alors sans être le plus grand, le meilleur, bon voilà, je savais quand même jouer ce que je voulais avec une guitare. Et donc, bah, comme toi, comme tout le monde, quoi. Je veux dire, voilà, tu prends une guitare, tu peux faire à peu près ce que tu veux dans le registre que tu veux. Et c'est dommage de laisser tomber ça. Et ça a commencé à manquer, donc j'ai commencé à réintégrer des groupes. J'ai commencé là à tourner avec des groupes un groupe notamment qui était signé. On a joué en Estonie, on a joué autour de la Finlande. Et puis voilà, le business est revenu. On est en 2006. YouTube commence il y a beaucoup de médias, notamment MySpace, qui était vraiment pour moi oui, l'endroit où j'adorais être parce que j'avais beaucoup de contacts sur MySpace. Donc voilà, c'est revenu. J'avais un job à l'aéroport et on a été licencié, crise économique de 2008. Et là, je me suis dit, bon, j'y retourne pas, je vais pas, je vais fonder mon. Parce que comme tu sais, quand tu es licencié, au début, pendant un mois, tu es sur la touche pour des raisons économiques. oui, Donc moi, bah, écoute, j'avais ma guitare, j'ai filé des cours au black euh, pendant cette période. Donc, j'avais quoi, deux ou trois élèves. Mais peu importe, ça faisait des revenus. Et j'ai remarqué que ça fonctionnait bien, que les gens ils voulaient prendre des cours avec moi, même si c'était pas, je savais pas comment dire une clé de sol en finnois. Hein. Donc voilà, c'était
Oui, Il n'y avait pas de problème, mais je veux dire, les altérations, bémol, dièse, j'avais aucune idée comment ça se disait en finnois. Mais les mecs, c'était des débutants, ils s'en rendaient pas compte. Et je me débrouillais comme ça. d'accord. Voilà. Faisons court, mais ensuite, je me suis dit, bon, allez, maintenant que j'ai été licencié, je vais faire les choses correctement. On va, euh, on va fonder, je vais fonder ma boîte, mon école de musique, payer mes taxes, avoir mon studio pour pouvoir recevoir des gens, parce que recevoir des élèves chez toi, bon, quand on a un ou deux, ça va, mais tu vois, quand on a sept dans la journée qui défilent, ça commence à Oui, devenir le bazar. oui, oui, Donc, oui. donc il te faut un studio que les gens ils puissent aller aux toilettes avant de prendre le, qu'ils puissent attendre dans une pièce à côté, qu'ils n'attendent pas forcément dans la même pièce où tu donnes ton cours, qui est enfin, toutes ces, qui est que ça soit Commode, voilà. Oui, exactement, et puis que ça ait l'air professionnel. Malgré tout, même si chez toi tu peux avoir ton home studio, ce sera jamais aussi crédible que. Après, il faut commencer quelque part. Moi, j'ai commencé avec mon imprimante de bureau chez moi, quoi, oui, dans oui, mon. bien sûr. Oui, oui. Donc, les gens aussi qui démarrent, qui montent leur boîte et ça y est, ils vont emprunter 100 000 ou 200 000 euros à la banque et qu'ils achètent des canapés à 5 000 6 000 euros pièce. Mais je dis, mais arrêtez les mecs là. Tu commences pas comme ça. Tu commences à te faire ta base de clients. Tu te Oui. fais ta clientèle et ensuite tu investis dans les infrastructures, dans le matériel. Hmm. Moi, j'avais juste mon ampli et donc j'avais acheté un petit ampli orange qui était grand comme ça à 90 euros, tu vois. Ouais. Mais le son, il était horrible. Et c'était. Bon, il faut que j'achète un truc mieux que ça, quoi. Donc, Ouais. mais j'ai pas commencé avec des amplis à lampe pour tous mes élèves, quoi. Donc, Oui, oui. Ouais. Tu as optimisé au fur et à mesure avec la croissance de... toi, t'as commencé, t'avais pas ton micro Shure dès le départ. Tu commences avec le microphone de la caméra, puis voilà, Ah tu ouais, montes en. moi j'ai commencé avec du scotch et de la ficelle, moi, hein, je peux te le dire, sur YouTube. Ouais. Ça, c'était l'époque où on pouvait faire à peu près n'importe quoi. Et c'est ça que j'aimais pas chez YouTube au début. Moi, j'étais pas fan de YouTube au départ parce que il y avait beaucoup d'amateurs qui se filmaient dans leur chambre, assis sur leur lit, en train de gratter. Et moi, je disais, mais j'ai pas, et voilà, il n'y avait pas encore de musiciens de renom sur YouTube, donc ça faisait très amateur, très dilettante. Et moi, j'y croyais pas trop. Je dis, c'est un peu la plateforme où les gens s'enregistrent Hmm. dans leur chambre en train de jouer une reprise. Et je trouvais ça pas très crédible. Ouais. J'ai d'ailleurs laissé tomber YouTube pendant une période de 3 ans ou 4 ans. J'ai pas mis du tout de vidéo. La chaîne, je l'ai laissée à l'abandon parce que je me disais YouTube ne marchera pas. Et, et effectivement, la plateforme a évolué. Moi, inversement, je pensais que MySpace, c'était vraiment l'endroit où il fallait être. Et j'avais investi beaucoup de temps, d'une certaine manière, et de ressources dans MySpace parce que tu avais accès en fait à tous les gens de ta communauté en fait. Oui, Alors oui. YouTube, toutes les communautés sont mélangées, c'est-à-dire que dans ton feed, tu vas avoir une vidéo de guitare, mais une vidéo de jardinage et puis un morceau des Beatles. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, le fait est que ça fonctionne. Donc c'est l'algorithme au hasard, mais Ah, ça, YouTube alors, YouTube a beaucoup évolué, effectivement. Et puis, évolue, tu vois, bah alors, moi, tu sais, j'ai une manageuse YouTube, là. On en discutait l'autre jour, j'avais rendez-vous l'autre jour, là. On en a discuté, c'est hallucinant. Enfin, d'une semaine à l'autre, il peut y avoir des changements extraordinaires à l'intérieur euh, bon, pas forcément des algorithmes, etc. Mais oui, les euh, algorithmes, ils évoluent en permanence, ils évoluent en permanence. Alors pas sur des choses fondamentales, mais ça évolue. en tout cas, je trouve que vraiment c'est une bonne. En tout cas, de l'autre côté, niveau créateur, je pense qu'on peut mentionner que YouTube prend vraiment bien soin, je trouve, des créateurs, puisque c'est leur intérêt, puisque nous créons du contenu. Eux ne créent rien, eux mettent à disposition un espace et des ressources. Et Ouais. je trouve vraiment, donc là ça fait 2 3 ans que j'ai une manageuse YouTube, donc elle change tous les 6 mois, j'imagine que c'est pour pas que les gens tissent des liens. Mais vraiment,
Euh, je trouve que YouTube, excuse-moi de dire ça, mais vraiment prend soin de toi. Nous, enfin, en tout cas, prend soin de ses créateurs, je trouve personnellement. Et enfin, moi, c'est de loin la plateforme que je préfère pour publier du contenu. Là, actuellement, nous publions sur les autres canaux. Et puis, il y a. Si tu veux, tu sens que l'audience, même la qualité de l'audience sur YouTube est beaucoup plus. Ouais, elle est beaucoup plus. L'audience est beaucoup plus qualitative. Les gens sont posés, il y a une réflexion, les gens partagent dans les commentaires, etc. Comparé aux autres. Ce que moi j'appelle les plateformes à dopamine rapide, c'est-à-dire les TikTok, Instagram et compagnie, où tu as les commentaires, les gars, euh, ouais, ils sont dans la fougue, ils sont dans l'énervement. Tu sais, on dit souvent la fougue de la jeunesse. Et en fait, ils sont les mecs, ils sont excités, quoi, tu vois. Alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus posé. Il y a la qualité de l'audience et l'échange avec l'audience est beaucoup bien meilleur, quoi. C'est des vidéos longues YouTube et c'est vraiment leur système. Moi, je trouve. Après, je vais te donner mon avis. Oui, oui, bien sûr. Tu vas pour ça. Ouais, bien sûr. Ah, mais ça n'engage que moi. Oui, bien sûr. Mais le fait que YouTube insiste tellement à mettre en avant les shorts euh, et court derrière TikTok, je trouve ça discutable et j'ai personnellement pas. J'ai pas. Si tu veux, on t'impose à regarder des shorts, puisque dans ta page d'accueil, en fait, tu vas avoir 5 ou 6 vidéos. Non, pas 5 évidemment, mais Oui, on va évidemment, dire oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. vidéos et tout de suite, tu vas avoir des shorts qui vont être mis en avant. Alors, l'algorithme, il n'est pas con, évidemment, il va mettre des choses qui sont dans ta zone d'intérêt. Donc, ça peut être une, une vidéo courte sur un domaine qui va résonner en toi. Mais en ce qui me concerne, moi, je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais préféré que YouTube reste spécialiste dans des formats longs. Après, Par rapport- alors pour en avoir discuté avec elle, j'imagine que toi aussi tu dois avoir probablement une manageuse YouTube. Je sais pas ce que la tienne t'a dit, mais bon, moi la mienne, on en a parlé justement, puisque j'ai 8 chaînes en tout qui sont monétisées dans des divers domaines. Et je lui ai parlé, je lui ai dit forcément, puisque toutes les managers sans exception, elles m'ont incité à faire des shorts. C'est que des femmes chez toi? Ouais, 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 j'ai eu que des femmes jusqu'à présent. La chance. Et donc, Dis-moi. et, euh, et en discutant avec elles, les femmes, elles me disent oui, je suis d'accord avec toi, puisque je leur explique que nous, dans ce cas-là, par exemple, nous faisons du contenu long. Donc nous avons besoin d'expliquer des choses et on n'est pas là. Alors moi je suis pas dans les trucs viraux à créer. Je joue de la guitare avec ma ça tourne mal, tu vois. Moi je suis dans la guitare pour les abrutis, c'est On pas va mon parler de trip quoi. ça. Voilà, tu vois. MDR, tu sais, sur la miniature. Donc, je suis pas dans ce type de truc-là. Et je lui ai expliqué que, bon, ben, ça se prêtait pas vraiment. Mais elle me dit, oui, elle me dit, mais en mettant des extraits, elle me dit, tu es découvert plus facilement. Elle me dit, essaye pendant quelques jours, tu vas voir que les gens vont se rapatrier sur les contenus longs. C'est que tu vas être découvert par plus de gens. Parce que la consommation, il propose, comme c'est beaucoup plus court, il propose à beaucoup plus de gens qui sont en rapport avec ta thématique. Les gens te découvrent et c'est vrai que nous avons publié quelques shorts sur comment ça s'appelle sur toutes les plateformes et c'est vrai que ça fait grossir l'audience. On peut pas nier et c'est vrai que ces gens-là, ces nouvelles personnes-là qui t'ont découvert via les shorts découvrent après ton contenu sur leur page d'accueil plus facilement. Donc effectivement, il y a quand même un cercle vertueux avec tout ça. En tout cas, de mon point de vue. Même si je te rejoins, c'est exactement ce que je pense, c'est exactement comme toi. Après, comme nous sommes, et c'est ce que je disais hier, j'ai reçu Morgan Tomaso, qui est un super guitariste, un jeune guitariste vraiment très talentueux, qui est plutôt dans le milieu métal, etc. À un moment donné, on n'est pas chez nous. On nous met l'espace à disposition pour publier du contenu. Donc il faut, si tu veux, si tu vas chez une personne, tu te plies à ses règles. Point. Sinon, tu te fais virer. Quand tu es dans un établissement, tu te plies aux règles de l'établissement. Et là, c'est un peu ça. Donc moi, je prends en considération en me disant, ouais, ok, je suis pas chez moi. Donc sur mon site, je fais ce que je veux. Sur mon site, je suis chez moi, il n'y a pas de problème.
Mais quand je suis sur une plateforme, je joue avec les règles du jeu de la plateforme. Et j'ai envie de te dire, pour les gens qui parlent de fiscalité, etc., d'expatriation, quand tu es dans un pays et que tu décides d'y vivre, tu joues avec les règles du jeu du pays. Voilà. Totalement, Et les règles totalement. du jeu ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc le but du jeu déjà, c'est de bien connaître les règles. Quand tu connais bien les règles, tu harmonises avec ta façon de voir les choses. Ou dans le cas de nous qui sommes expatriés, tu t'en vas quoi. Tu dis bon, ok, c'est plus pour moi. Voilà. Donc je pense que malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, ce côté un peu, il faut s'adapter. Et parce qu'il faut qu'on tienne sur la longueur, j'imagine que toi comme moi, tu imagines que maintenant, ce qui est le dur, c'est pas forcément de vivre de ce que nous faisons. Le but maintenant, c'est d'être dans la continuité. Moi, grosso modo, je me dis que j'ai encore plus de 30 ans à travailler, à gagner ma vie, parce que la retraite, je n'en aurai pas. Et moi, je pense pas au demain, après-demain ou dans un an. Moi, je me dis, bon, dans 10 ans, je pense que si je continue comme je le fais là, dans 10 ans, c'est mort. Voilà. Donc, il faut quand même s'adapter. La technologie va très vite. Et je pense qu'il faut s'adapter, quoi. Simplement. Je te rejoins totalement sur le fait que YouTube est propriétaire de sa plateforme. Et donc, ce sont aux créateurs de contenu de s'adapter avec ce qui leur est donné. Si tu travailles dans une entreprise et qu'ils construisent une nouvelle cafétéria, eh bien, il va falloir la découvrir. Même si tu préférais celle qui était avant, il va Oui. falloir faire avec. Donc, ça, c'est une première chose. C'est vrai que YouTube essaye d'être à l'écoute des créateurs. Il y a une certaine époque, il y a une quinzaine d'années, ils fermaient simplement et purement les comptes des créateurs qui leur posaient problème. Donc ça, c'est pas cool de se retrouver avec un compte fermé. Maintenant, effectivement, YouTube peut décider librement des contenus qu'ils souhaitent mettre en avant et ceux qu'ils souhaitent pas voir du tout. Et moi, j'ai, pour ma part, bon, les shorts, pourquoi pas? Je trouve que c'est discutable le fait que ça t'amène une audience de shorts pour tes vidéos longues, euh, qui peut faire être dommageable à ton temps de rétention pour tes vidéos longues. C'est-à-dire que tu vas avoir des nouveaux abonnés qui ont bien aimé ton short, je ne sais pas, sur le tapping ou ce que tu voudras. Et puis ils vont voir ta nouvelle vidéo où voilà, tu vas parler du cercle des quintes, que sais-je. Au bout de 15 secondes, ils sont déjà partis. Donc cette nouvelle audience-là, tu vas pas pouvoir, effectivement, tu peux toucher une audience plus large, mais l'audience, elle est moins qualitative. C'est mon expérience. Oui, Je je vais vois ce que tu continuer veux à, dire. je vais continuer à mettre des shorts, je vais continuer à mettre des shorts. Il faut que je trouve un- une ligne éditoriale sur laquelle je me sens à la fois à l'aise, parce que j'ai envie d'être motivé à les faire. Je ne vais pas me forcer à mettre des shorts pour me dire il faut que je fasse comme tout le monde. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de copier les autres. Déjà parce que ça ne marche pas, copier les autres, mais aussi être dans le courant. Tu sais, dans les années 80, tous les groupes, ils devaient faire des vidéoclips. Et il y avait beaucoup de groupes qui étaient réticents, parce qu'ils disaient, mais c'est quoi ça, faire des vidéoclips pour frimer, à faire de la air guitare sur une voiture cabriolet. Donc suivre les modes, c'est pas, disons, j'ai même pas besoin de le faire. Après, par rapport à la liberté qu'on a sur YouTube, je la trouve relative. Personnellement, j'ai fait l'année dernière des vidéos où j'analyse des guitaristes connus. J'ai fait Prince, j'ai fait Jimi Hendrix, j'ai fait Eric Clapton, j'ai fait Steve Ray Vaughan. Et j'ai adoré faire cette vidéo, c'est super intéressant. J'ai fait surtout des guitaristes que je connais un petit peu moins, surtout pour Prince. Je me disais, mais putain, pourquoi personne parle de Prince sur Internet? Donc, allons-y, faisons une vidéo. Ces vidéos, surtout celle sur l'Unplug de Clapton, j'ai failli ne pas pouvoir la sortir, elle a été bloquée. Et quand je dis bloquée, c'est-à-dire que YouTube m'a envoyé plusieurs messages en disant cette vidéo ne sortira pas sur la plateforme, c'est du contenu qui appartient. Alors là, je me souviens plus par contre, si c'est Sony, peu importe, c'est du copyrighté. Et même si c'était des très courts exemples que je montrais dans ma vidéo, la vidéo, j'ai dû la mettre 7 fois, l'uploader 7 fois
pour enfin avoir une version où j'avais des extraits qui étaient suffisamment courts pour ne pas être flagué. La vidéo a été totalement démonétisée. C'est pas un problème, je comptais pas là-dessus. Mais j'ai passé un temps considérable. Tu sais combien de temps ça met pour charger une vidéo dans YouTube? Et ensuite, à chaque fois, la vidéo se retrouvait bloquée systématiquement. En tant que créateur, moi, j'ai perdu un temps monstrueux parce que j'avais besoin de mettre cette vidéo en ligne. Cette vidéo, c'était pas du vol, c'était une vidéo analyse. Commentaire. Alors, il se passe alors à ce propos-là, puisque bon, alors moi je ne fais pas, je n'utilise pas le contenu tiers pour l'instant. Alors effectivement, dans un point de vue, je te rejoins tout à fait à 100%. Il y a d'un point de vue pédagogique intéressant le fait de faire un commentaire d'une pièce, d'une œuvre, etc. Et effectivement, dans le droit européen et dans le droit américain, il est écrit en toutes lettres que tu peux utiliser une œuvre artistique copyrightée à but de commentaires pédagogiques, documentaires, etc., etc. Donc là-dessus, si tu veux, et justement on a parlé du copyright parce que j'ai reçu Nico Slash qui a carrément fait intervenir lui les avocats de Guns N' Roses auprès de YouTube, si tu veux. Donc tu vois, on est allé hyper loin parce que lui il a failli avoir sa chaîne totalement supprimée. Donc parce qu'il connaît Slash, il lui a filé un coup de téléphone. Slash lui a donné le numéro d'un avocat des Guns N' Roses, de la partie publishing. Et les mecs sont intervenus auprès de YouTube pour en fait enlever la sanction, si tu veux. Voilà. Donc il est vrai que dans le droit américain et dans le droit de la propriété intellectuelle et le droit européen, tu as le droit d'utiliser une œuvre non pas à but d'exploitation commerciale, mais à but de commentaire pédagogique, etc. Donc c'est même Rick Beato, il est embêté avec ça aussi sur sa chaîne. Ouais, ouais. Donc après, alors je suis d'accord avec toi que c'est dommage, effectivement. C'est dommage de ne pas pouvoir mettre une vidéo d'une vedette, d'un guitariste très connu dans lequel nous pourrions analyser sa musique en disant ah tu as vu à telle minute comment il a mis sa main droite, tu as vu comment il s'est positionné, etc., etc. Ok, tu as vu l'interaction avec le batteur à ce moment-là, c'est des petits moments d'éternité, ce que j'appelle dans des concerts moi. Et je suis d'accord avec toi que c'est dommage. Et en fait, cependant, dans mon cas, par exemple, ils ont vraiment durci la donne, je crois que c'était en 2019, j'ai mentionné à peine Hotel California Eagles, ils m'ont bloqué la vidéo, quoi. Simplement pour avoir mentionné le nom de l'œuvre. Donc tu te dis, non mais les gars, franchement, tu te dis, mais vous êtes tellement à l'agonie que vous venez racler les fonds de tiroir des petits créateurs de YouTube. Surtout que cette chaîne-là, elle a très peu d'abonnés, elle a 14 000 abonnés. C'est une audience à 100% francophone. Mon autre chaîne, bon, c'est encore différent. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, c'est dommage. Et cependant, j'ai pris le parti pris, personnellement, de dire non, je ne prends pas du contenu tiers dans les vidéos, et quitte à faire une démonstration, je mets le lien de la vidéo dans la description, la timeline, en disant à telle minute vous regardez ça, et éventuellement je fais la transcription et je l'explique. Mais oui, je te rejoins là-dessus, je trouve ça dommage. Voilà, je dirais pas que c'est scandaleux, puisque ça ne dépend pas forcément de YouTube. C'est un peu, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme une personne dans son établissement, un restaurant, qui passerait des disques en France, mais qui ne veut pas payer la SACEM. Mais la SACEM, c'est clair. Tu connais les règles, elles sont là, tu les appliques et tu sais quand tu es en fraude. Mais pour ce qui est de YouTube, c'est toujours au hasard. Tu le découvres quand tu mets la vidéo. Je vais te donner d'autres exemples, mais il y a d'autres vidéos que j'ai faites où j'ai absolument pas reçu d'alerte, alors que je me suis dit ça va être démonétisé. Démonétiser une vidéo, pourquoi pas? Après tout, c'est normal. Si je fais une vidéo où je rends hommage à l'Unplugged de Clapton, bah, je me suis servi de son contenu pour créer du contenu. Donc, c'est normal que ça soit redistribué. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que pour un tel, ça passe, et pour un autre artiste, ça passe pas. Pour un tel, tu es démonétisé, pour un autre, tu es bloqué. J'ai fait un petit cover de, tu me parlais de Slash, eh bien de Patience, le solo de Guns N' Roses, ce morceau sur guitare acoustique.
Eh bien, pendant les 3 premiers mois, la vidéo est passée comme une lettre à la poste. Je me suis dit, elle va être bloquée. Rien, j'ai même pas reçu une alerte au droit d'auteur. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et là, je me suis rendu compte que je l'avais enregistré en accordage standard. Ah oui. Ils sont accordés un demi-ton plus bas, eux. Et je me suis dit, c'est à cause de ça qu'elle n'a pas été repérée. Et la vidéo a été repérée ensuite 2, 3 mois plus tard. Mais elle avait déjà fait 45 000 vues. Donc, c'était peu importe. Je m'en fiche des revenus de YouTube. Mais ce que je veux, c'est pouvoir mettre un contenu qui corresponde à ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, qu'une vidéo soit bloquée, ça, c'est vraiment un problème parce que tu imagines bien, je sais pas, je te conseille de la regarder, ma vidéo sur l'Unplug de Eric Clapton, parce que j'aimerais bien avoir ton avis, un avis honnête, et pas forcément me dire ouais, c'est super, voilà. J'aimerais bien aussi connaître les choses que tu as aimé moins. Mais cela dit, on est dépendant du montage, parce que je peux pas faire une vidéo de 35 minutes. Donc c'est des vidéos qui font quoi, 12, 15 minutes, Hmm. pour que ce soit punchy, tu sais que ça se regarde facilement, Oui, bien qu'on sûr. apprenne des choses. Mais c'est un montage qui est extrêmement pointu à faire. J'ai pas des compétences de monteur vidéo, mais tu dois montrer un extrait qui est pertinent et ensuite faire un commentaire immédiatement qui est intéressant et ensuite passer à autre chose. On va pas faire OK, oh, il joue la pentatonique, génial, tu vois, pendant 2 heures. Donc Ouais. il faut enchaîner. Les détails, il y a certains détails, tu dis non, ça je vais pas le faire en ouverture de la vidéo parce que ça va pas aller. Donc ça, donc tu passes beaucoup de temps à monter ta vidéo et puis la vidéo, elle est bloquée. C'est-à-dire la vidéo, tu peux la jeter à la poubelle. Et ça, je trouve ça difficile. C'est là où je perds un peu mon sourire parce que je voudrais savoir avant de monter une vidéo, voilà, tel artiste, c'est même pas la peine d'y penser. Du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit tu peux faire une vidéo sur un tel, tu peux faire une vidéo sur un tel, et j'ai arrêté de les faire ces vidéos-là. Mais non, j'aimerais toujours les faire parce que j'ai peur de me retrouver avec une vidéo bloquée. Et parce qu'attention, les vidéos analyses, il faut les apprendre, les solos aussi que tu décris. J'ai fait la vidéo sur Prince, il y a un solo qui joue live. Le truc, je l'ai appris, je l'ai retranscrit note pour note parce qu'il n'y a pas les notes sur Internet. Donc j'ai passé quand même un petit peu de temps dessus. Après, voilà, c'est pas du Paganini non plus. Mais bon, il faut quand même passer un certain temps dessus. C'est pas des vidéos où il y a certaines personnes qui n'ont pas bien regardé les vidéos, des fois qui disent oui, les gens donnent leur avis sur tout. Non, je donne pas mon avis sur tout. Moi, les morceaux de Prince, je les ai appris, j'ai appris à les jouer. Et c'est pour ça que j'en parle dans mes vidéos. C'est Oui. pas des ah ouais, lui il joue bien, non, lui il joue pas bien. Ah, c'est pas ça. Le morceau de Clapton, c'est pareil, je les ai appris les solos pour voir justement quelle gamme il utilise et expliquer quelle doigté il utilise. S'il prend des plans blues, eh bien c'est des plans blues de un tel et de un tel. Et donc il y a vraiment un travail. Non, mais après, il faut. Alors, oui, je te rejoins, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, les gens qui commentent, on parle des gens. Alors, 99% des commentaires sont bienveillants. Voilà. Sur YouTube, en tout cas, je parle. Parce que sur TikTok, clairement, on a. Ça m'embête de dire ça mais ce sont la plupart des gens enfin, qui commentent sont des Mongoliens. Voilà, non Qu'est-ce mais qu'est-ce que tu entends par cette expression-là? non mais ce que je veux dire, ça me fait de la peine pour le syndrome de Down en fait. Mais ce que je veux dire, c'est Alors, que je ce préférais sont que tu des utilises crétins, un si tu veux. terme. C'est-à-dire, Faut vraiment arrêter avec ces expressions-là. oui, non mais je Utilise, suis d'accord. on peut dire, ce sont des abrutis et Voilà, ce ça sont des suffit à crétins. envoyer un message. Non, 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 Voilà. non, tu as raison, tu as raison. Ce sont des crétins. Il y a un côté juvénile qui est effectivement hyper présent. Et dans les gens qui ne sont pas juvéniles, tu as des gens qui probablement sont des gens de notre âge, mais qui sont totalement juvéniles néanmoins, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Après, les commentaires des gens, oui, il y a un commentaire surtout, ouais, le ci, le ça. Ben, si t'es pas content, casse-toi. On s'en fout de toi. Enfin, tu vois, il y a les gens qui en fait prennent de l'énergie. Des fois, des mecs qui te mettent des pavés comme ça pour te mettre un commentaire négatif. Ben franchement, t'as pas autre chose à foutre dans ta journée. Ta vie, c'est tellement de la merde que tu vas prendre un quart Non, d'heure mais pour écrire un commentaire c'est sur YouTube. des commentaires qui sont basés sur de l'ignorance. Donc, c'est des gens qui n'ont pas regardé la vidéo, qui l'ont pas regardé en entier, et qui, sur l'impression de la vidéo, parce qu'il y a des fans de Clapton, il y a des fans de Hendrix,
Et eux, ils pensent que, voilà, ils me connaissent pas, ils connaissent Jimi Hendrix, donc ils se disent, bah lui, c'est qui pour critiquer. Or, je fais une vidéo analyse. Et c'est vrai que ces gens-là, j'aimerais leur dire, mais attends, c'est une analyse, c'est pas pour dire que moi j'aurais fait mieux. C'est que tout le monde a Bien des, sûr. Mais qui, tu qui vois, remettrait en cause, mais qui remettrait, par exemple dans mon cas, bien sûr, forcément, t'imagines que le shitstorm que je me suis pris, j'ai fait une vidéo pour dire qu'il y a trois guitaristes de légende que j'aimais pas. Et ça, c'est depuis que je suis tout petit. J'ai pas dit, jamais j'ai remis en question leur talent, jamais remis en question leur œuvre, jamais j'ai remis en question leur qualité, que ce soit de créateur, de créatif, oui, de musicien et tout. Simplement, j'ai dit, ça me plaît pas à moi, c'est pas de la musique qui me touche. Je n'ai jamais aimé Hendrix. Et crois-moi sur parole, t'imagines bien que quand tu joues de la guitare et que tu te dis, tu te remets toi-même en question, tu te dis, mais comment c'est possible que j'aime la guitare mais que je n'aime pas la musique de Jimi Hendrix? D'accord? mhm. Par exemple. Donc forcément, j'ai écouté peut-être plus que certaines personnes qui juste trouvent que c'est sympa, qui peut-être même des gens qui prennent Hendrix, qui disent que c'est le meilleur guitariste du monde, mais qui l'ont peut-être jamais réellement écouté aussi, parce que Ah, simplement c'est les collègues qui disent ah mais Jimi Hendrix c'est le meilleur guitariste du monde, enfin le plus grand guitariste de toute l'histoire de l'humanité. Néanmoins, voilà, je ne saurais pas, même dans les trucs que je conchis pour vraiment prendre un terme puissant, la musique que je ne supporte pas, je n'irai pas critiquer l'artistique. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui critiquent Maître Gims. Moi, j'ai fait la démarche d'aller l'écouter parce que je voulais me dire pourquoi Maître Gims, tout le monde dit que c'est pas bien. Moi, je suis allé l'écouter, le mec. Moi, je suis désolé, il chante bien, le gars. Pour moi, il m'a donné de l'émotion, il a du charisme. C'est pas de la musique que j'écouterai, je dirais pas que c'est de la musique qui me plaît, mais je trouve que le gars a du talent. À l'instar, tu vois, de dire ouais, non, c'est de la merde. Non. Justin Bieber, par exemple, quand j'ai donné énormément de cours dans les années 2010, ouais, ça devait être un ouais, peu. ouais, 2010, ouais, c'est l'époque. Ouais, Ouais. 2010, Justin Bieber, ben moi, Justin Bieber, j'aime bien. Franchement. Moi, j'aime beaucoup la voix. Il est beau. À l'époque, il était gentil. Ce que je veux dire, aujourd'hui, il est un peu controversé, mais tu écoutes, tu vois. Moi, j'ai vu la vidéo. En fait, j'ai découvert ça aussi, son documentaire. Et il y a une vidéo de lui qui doit avoir 7 ou 8 ans. Il a sa guitare. Et il chante à la sortie d'un théâtre. Je mets au défi quiconque de voir un minot de 7 8 ans qui chante comme ça dans la rue avec le feeling qu'il a et la belle voix et de dire que ce minot, il ira pas loin. Je mets au défi quiconque. Et après, c'est facile de critiquer quand les mecs ils sont au sommet, puisque les gens qui critiquent en général, ils sont dans, tu sais, dans les bas-fonds en général, ça sent pas très bon là où ils sont. Et puis quand ils voient les mecs qui sont au sommet, souvent ils disent ouais, mais putain, lui il est là-haut alors qu'il a moins de talent que moi. Mais non. En vérité, le minot, il y a 7 ans, il avait déjà beaucoup plus de talent que la majorité des gens aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, les gens se permettent de critiquer les goûts, en fait. Alors que t'imagines bien que quand une personne fait une vidéo, que t'es sur YouTube et que toi, c'est ton métier, c'est ta vie, la musique, tu vas pas faire une vidéo pour dire ça, c'est de la merde, mais pas expliquer. J'ai jamais dit que c'était de la merde. C'est simplement, tu vois, les gens ont tendance à encore ce côté fougueux, que tu as en général quand tu es jeune, tu t'énerves facilement quand tu es jeune, etc. Et les gens aujourd'hui n'ont plus cette maturité, ce recul nécessaire pour dire bah ouais, en fait, c'est légitime ce qu'il dit. Voilà. Il y a quand même l'anonymat que offre Internet qui favorise et qui encourage de dire des bêtises. Bon, toi comme moi, on est tous sur peut-être des forums où on n'a pas, c'est pas notre nom et on écrit aussi des trucs qu'on dirait pas si c'était vraiment notre nom qui Ah était non, moi écrit en. non, moi j'ai jamais, ouais, non, j'ai jamais été sur des forums en fait. J'ai pas, j'ai pas, je pense que alors effectivement, il y a pas mal de gens, d'amis à moi qui ont toujours été sur des forums, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été trop sur des forums, etc. Et puis Bon, l'idée c'est que je pense que les gens en face diraient pas. Des fois, il y a des créateurs, des YouTubers qui rencontrent leurs détracteurs. Et c'est marrant parce que les mecs, quand ils se rencontrent, en fait, ils sympathisent, quoi. Le type qui est fâché, il ose plus dire à l'autre, ouais, t'es un fake, tout ça. Donc, c'est le fait d'être en personne, mais la distance, avoir cet écran et la sécurité de pouvoir écrire hmm. ce qui te passe par la tête. Et c'est vrai que oui, c'est assez rare les commentaires négatifs, mais c'est pas, moi ça me dérange pas de
ça me dérange pas un commentaire bête et méchant, mais par contre, c'est les commentaires ignorants, en fait, qui m'ennuient Oui. le plus. C'est-à-dire une personne euh, qui n'a pas de connaissance du sujet et qui n'a pas de connaissance du contenu Alors, et qui est-ce un donne hasard ou un pas? avis direct. Est-ce un hasard ou pas? Mais 80% des commentaires haineux comportent énormément de fautes de grammaire et d'orthographe. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport à l'ignorance? Donc, Et surtout un rapport à pas se relire et pas réfléchir 2 minutes. voilà, c'est ça. Donc, ça, voilà. Et je pense que, en fait, pour en revenir à toi, qu'est-ce que là, tu as lancé récemment donc ton école en ligne, la Raw Guitar School, c'est ça? Il me semble. Correct. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, ça suit un peu ma présence sur Internet dans tout ce qui est contenu pédagogique, guitare francophone, où jusqu'à récemment, j'avais quand même pas grand-chose à proposer en contenu haut de gamme, parce que voilà, une vidéo de 6 minutes sur les triades YouTube, bon, t'es obligé de mettre ça, tu sais, en forme, pour dire, allez, vous allez apprendre les triades, c'est facile, c'est super facile, vous pouvez pas les rater. Donc, moi, j'avais envie de faire des vraies vidéos pédago, et donc, comme j'avais fait beaucoup sur le blues au doigt, le Delta Blues, un style vraiment que je t'invite à écouter, ça a perdu un petit peu en notoriété, mais c'est vraiment un style super qui permet de redécouvrir sa guitare acoustique le plus simplement du monde. Et bien voilà, j'ai passé 2 ans. Bon, ouais, j'ai pas travaillé tous les jours dessus non plus, mais ouais, j'ai passé 2 ans à faire cette formation, vraiment à chercher des morceaux, à les transformer en études pour que ce soit quelque chose que tout le monde puisse jouer, parce que les vieux trucs de Robert Johnson, de Mississippi John Hurt, les guitares, voilà, elles sonnent pas accordées parce que les systèmes d'enregistrement, ils étaient pas comme aujourd'hui. Donc ça sonne un peu désaccordé, ces vieux blues, mais si tu les remets dans les contextes de l'époque euh, et qu'ils étaient réenregistrés aujourd'hui, ce serait des trucs vachement solides. Il n'y avait pas des multi-pistes, hein, les studios. Robert Johnson, quand il s'est enregistré, il était tout seul, enfin tout seul. Il était dans une pièce, il y avait un micro, et il a joué 25 morceaux comme ça, et il n'y avait pas 50 prises, hein. Donc il chantait et il jouait en même temps. Et c'est cette manière-là de jouer la guitare pour laquelle je me suis passionné. Donc j'ai sorti une formation là-dessus, puis j'ai fait aussi une formation de jazz, une formation tout style folk pour les débutants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, en fait, qui ont appris un peu la guitare n'importe comment et qui ont du mal à finalement à jouer quelque chose parce qu'ils ont pris beaucoup de raccourcis. Tu sais, quand tu prends pas de cours et que tu joues la guitare juste comme un loisir, bah voilà, tu vas essayer d'apprendre des morceaux connus, tu vas pas essayer de faire des exercices et de retenir toutes les triades sur ton manche. Tu vas pas faire des exercices de hammer-ons au métronome. Tu vas juste chercher comment se joue tel riff des Beatles ou des Rolling Stones. Alors, ça tombe Oh, super bien parce que moi, personnellement, dans les gens qui suivent les formations sur le site, etc., les gens qui suivent sur YouTube, il y a énormément de gens qui me demandent si les formations, là je sors une formation blues en ce moment, si ça peut convenir à la guitare acoustique. La réponse c'est non. Tout est axé beaucoup sur la guitare électrique, donc sur des solos électriques. Les études de cas sont des solos de guitare électrique, donc nous étudions plus ou moins le français, le phrasé, etc. Donc pour les gens qui sont sur acoustique et qui veulent apprendre le blues acoustique, c'est dans les commentaires, vous allez sur le site de Roux et je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus de toutes ces formations-là, quoi, c'est sûr. Et il y a un truc qui me frappe, tu vois, et bon, puisque nous échangeons régulièrement par téléphone, etc., nous nous appelons même régulièrement, on pourrait dire. On sent vraiment que tu as cette passion du blues acoustique, du delta blues. On sent que tu es passionné quand tu en parles. Là, par exemple, ça se sent vraiment, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour ce style-là en particulier? je pense que toi et moi, on est sensible à la virtuosité et on est sensible aussi aux mecs qui font un truc incroyable avec rien. Oui, Et parce que, ok, tu sais, quand on avait 16-17 ans, on voyait des mecs comme Van Halen avec une guitare avec un Floyd Rose, avec un ampli énorme, une tête, la tête 51-50, ou je sais pas ce qu'il utilisait. Et en plus de ça, ils avaient un rack. Et moi j'étais un fan de George Lynch quand j'avais 16 ans.
Et c'était vraiment un type qui avait un matos de folie. Il jouait une note, t'entendais résonner dans toute la pièce George avec le delay Lynch, qui était- c'était le George guitariste Lynch. de Europe, non? Non, de Dokken. Ah, de Dokken, pardon, ouais, d'accord, ok. Oui, Non, c'est John Norum, Europe. d'accord, ok. Et George Lynch, il était influencé un peu. C'était un peu entre Malmsteen et Van Halen. Ouais, Et voilà, le gros matos, les guitares de toutes les couleurs, c'était vraiment les trucs qui m'ont impressionné. Mais rapidement, en fait, j'ai découvert le son clair. ça, ça peut arriver. Et ouais, des guitaristes comme Danny Gatton, Brett Manson, Johnny Hyland, ces guitaristes-là qui, juste avec une Telecaster en son clair, te font des trucs de folie, quoi. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au son clair. Et plus tu continues, je me suis retrouvé à la guitare acoustique, à voir des guitaristes dans le style de Tommy Emmanuel, mais il y a plein d'autres guitaristes moins connus que Tommy Emmanuel, qui juste avec une guitare acoustique te font des trucs qui sonnent super. Et puis, c'est pas que jouer 50 000 notes. C'est hmm, vraiment, t'écoutes Chet Atkins ou Jerry Reed. Même j'analyse beaucoup Jerry Reed en ce moment. Mais il y a des accords, mais où c'est qu'il a trouvé ces accords-là, quoi? Mais des voicings complètement dingues. Et donc, c'est la beauté de ces accords. Des fois, c'est souvent des accords qui se jouent avec trois cordes et qui sont absolument magnifiques. Et tu pourrais penser comme ça, ok, les vieux blues, c'est pas terrible. John Lee Hooker, il y a trois notes, il les ah non, moi répète en j'aime boucle. bien. Il y a des grooves qui sont absolument excellents. Et c'est des grooves qui sont super catchy. Tu peux pas arrêter de les jouer quand tu commences à les jouer. Et de pouvoir juste prendre sa guitare et faire tourner. Euh, je te montre juste un truc. On va pas jouer de guitare, mais je vais juste te montrer un petit peu l'esprit du truc. C'est que juste avec trois notes. Attends, je vais mettre en face de la caméra comme ça. Non, c'est comme ça parce que là, je suis en inversé. Tu vois, tu as une basse. Là, j'ai rien fait, c'est une impro. Truc à Oui. zéro. Donc pour les gens, en fait, il avait le pouce qui gardait en fait une note, un bourdon en fait on va dire en noir. Et après, avec les deux autres doigts, en fait, il faisait un chorus, enfin un solo du phrasing. Pendant qu'il y a la basse, le riff de basse, en fait, qui garde des noirs, en fait. Voilà. C'est l'analyse en direct. Donc, effectivement, une basse monotonique. Et là, ce que tu as entendu, en fait, même si c'était voilà, une impro sortie de nulle part, c'était pas terrible, mais ça sonne comme de la musique. Tu pourrais dire, c'est un morceau ou c'est quoi? Oui, mais Et totalement. c'est pas juste une gamme de la mineur pentatonique jouée à fond la caisse, où là tu dis, ah bah ouais, là, bon voilà, il fait sa gamme mineure pentatonique. Donc ça sonne tout de suite très musical. Est-ce que tu m'as vu jouer 10 000 notes? Non. Non, 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 non. J'ai joué trois Non, bien notes. sûr. J'ai joué trois notes. Et c'est vraiment ça que j'aime avec ce style. Ensuite, une autre chose, bon, on va essayer de faire court quand même, c'est que ça te fait redécouvrir les guitares acoustiques de taille Parlor. Tu sais, ces petites guitares acoustiques, elles sont extrêmement maniables en fait. Elles sont accueillantes pour les mains parce qu'elles ont ces petits diapasons. Alors, les gens ils disent ouais, bon, les trucs de luthier, les diapasons, on s'en tape. Écoutez les gars, une guitare avec un manche court, ça rapproche de toi la première et la troisième case. Enfin, ça rapproche de toi toutes les cases en fait. Mais la première et la troisième case, c'est là où tu vas jouer le plus d'accords dans le blues de doigt. Pourquoi? Parce que tu as besoin de jouer les cordes à vide. Évidemment, des fois, tu vas faire un petit truc vers les notes hautes du manche, vers la douzième case. Mais beaucoup de cette musique, elle se joue en bas du manche, entre la première et la troisième case. Et donc, avoir ces cases-là plus proches de toi, parce que voilà, si tu as une guitare avec un diapason de 25,5, elles vont être un peu plus loin. Idéal, en fait, si tu joues des solos, des choses comme ça, le type d'une strato, en fait. Diapason court aussi, eh bien, ça fait des cordes un petit peu plus détendues. Et donc, eh bien, c'est comme dans tout, en fait. Quand tu joues un nouveau style, tu as accès à un nouveau type de guitare. Un type de guitare qui n'était pas accessible avant, qui t'était un petit peu. Enfin, c'est pas interdit, mais si tu veux, c'était pas quelque chose où tu dis, ah, je sais pas trop comment je vais faire avec cette guitare-là. Je sais pas si je saurais en jouer. Les guitares acoustiques, elles ne trichent pas.
Alors, tu vas me dire, ouais, mais les guitares électriques non plus. Fatalement. Tu peux prendre la meilleure strato du monde ou la meilleure guitare du monde, brancher dans un ampli budget, elle va pas avoir le même son que dans un ampli boutique. Alors, une guitare acoustique, tu entends le son immédiatement et tu en profites immédiatement. Une bonne guitare acoustique. Le blues au doigt, c'est pas un style élitiste. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de ces bluesmen jouaient avec des guitares trouvées dans le grenier. Parce que eux, ils jouaient beaucoup au slide. Et donc, le seul truc qui est important, c'est d'avoir des bonnes cordes. Parce que, évidemment, un jeu de cordes pourri, là, voilà, tu sais, le son meurt directement. Il n'y a pas de sustain. Donc, tu peux jouer avec ça avec une guitare très très modeste. Eh bien, ce basculement d'univers, pour moi, ça a été une révélation, une source d'inspiration et d'enthousiasme. Non, non, je te rejoins là-dessus sur beaucoup de choses. Je suis d'ailleurs fasciné par les gens. Nous en parlions avec Grégory Borda, qui est un virtuose, un guitariste qui fait de la fusion. Justement, on arrive encore à se fasciner pour des gens qui, avec rien, en fait, avec j'en avais pris la comparaison avec de la farine et un œuf, les gars, ils te font une pièce montée. Oui, oui, Voilà. complètement. Donc, ouais, moi, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que j'aime, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai ce côté-là qui aime la virtuosité depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'adore les solos enflammés, etc. C'est vrai. Mais néanmoins, j'apprécie beaucoup d'écouter de la musique dénuée de tout matériel musical complexe ou de toute virtuosité. Par exemple, j'adore le rap. J'adore bon, le rap américain. Hein, je parle pas de Jul, puisque j'ai découvert Jul il y a quelques jours. Euh, donc c'est pas mon style, mais j'adore Snoop Dogg, etc. J'adore on prenait l'exemple de Sylvain Luc qui lors d'un masterclass qui avait joué J'ai du bon tabac dans ma tabatière et là tu dis waouh Ah non, mais avec lui, c'est de la folie, hein, c'est de la ah lui folie. c'est on est je pense que pour moi tu sais, j'en ai des frissons là d'en parler pour moi on est dans le dans il y a l'humanité, puis après il y a des gens comme ça qui arrivent à s'élever au-dessus de l'humanité, que ce soit dans la science, dans l'art, etc., etc. Enfin, en tout cas, je suis vraiment très content de t'avoir enfin reçu sur la chaîne, d'accord? Donc les amis, dans la description, vous avez le lien vers la chaîne de YouTube de Roux. Vous avez aussi le lien vers son site. Voilà, on mettra tous les réseaux sociaux éventuellement et autres liens si jamais il y a besoin. Et écoute, est-ce que tu as quelque chose à dire à l'audience avant qu'on raccroche? Ah bah bien sûr. Déjà, bah, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui s'intéressent au type de contenu que je crée. Et j'attends de vous revoir le plus vite possible Mais je pense dans que de nouvelles. maintenant, on a pris ce truc de faire des interviews. On a mis en place ce système qui est, t'as vu, tu peux témoigner, qui est vraiment très 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 facile. On se connecte en 2-2, on peut enregistrer facilement, etc. Donc on a supprimé la résistance qu'il y a entre le fait de pouvoir faire une interview sans se prendre la tête, sans se faire chier des heures et des heures avec des trucs, ah tu m'enregistres de ton côté, etc. Et là, du coup, on a simplifié ce process qui fait que maintenant, plus régulièrement parlant, je pense que j'inviterai des gens pour qu'on puisse débattre en live, enfin en live. Nous ne sommes pas en live, mais C'est quand même du live, hein, il n'y a y a non, il rien n'y a rien de d'écrit. monté, il n'y a rien de supprimé, etc. Et même si ça dérape, c'est pas grave, ça fera des shorts qui deviendront viraux. Hein. Ce que j'ai dit à, non mais voilà, tu m'as compris. Et en fait, ça permet vraiment de des fois, on pourrait même se dire faire une interview, un entretien sur un sujet précis et on débat, voilà, etc. Et puis après, on poste ça et ça fait une valeur ajoutée pour les gens. Ouais, faire des débats sur tes guitaristes que t'aimes moins. Mais moi, je les connaissais pas. C'était qui les deux autres? Alors, tu me dis que t'aimes moins Jimi Hendrix. Il y J'aime avait pas qui trop d'autre? Jimi Hendrix, mais néanmoins, attention, je J'ai compris, redis, j'ai compris totalement. Il n'y a pas je de souci. respecte, je ne touche pas l'artiste, hein, attention. Ah oui, oui, je C'est comme je comprends te dis, par totalement. exemple, j'aime pas c'est pas très original, je n'aime pas le cubisme. Néanmoins, j'ai une amie à moi qui m'a sensibilisé au cubisme et qui m'a expliqué pourquoi c'était si extraordinaire. Donc là, ça me permet de, effectivement, de comprendre mieux les choses. Donc il y a Jimi Hendrix, qui j'avais cité. Il y avait, alors,
David Gilmour, mais pas vraiment David Gilmour, parce que j'aime beaucoup son jeu de guitare, mais c'est plus Pink Floyd, la musique qui m'a jamais touché. Et pourtant, le mari de ma mère est le plus grand fan de Pink Floyd du monde, donc j'en ai entendu de tout. J'ai entendu de tout, je connais leur histoire, je connais leurs grands moments, je connais les lives, les trucs, les patins, les coups fins. Et après, il y avait Clapton aussi. Voilà. Ouais, ouais, donc bah, en fait, c'est des guitaristes très populaires et je pense que dans beaucoup de... Quand on se spécialise un peu dans la guitare dans tous ses états, on a l'impression que c'est des musiciens qui ont été trop idolâtrés et dont on a fait trop des tonnes. Maintenant, il faut essayer de voir le côté unique de chaque Ah non, musicien. mais bien sûr, attention, C'est pas Steve Vai, mais c'est attention, aussi une taille qui est très- attention, j'aime pas la crème de marron. Voilà, voilà, exactement, ouais, exactement. J'ai jamais aimé. Voilà. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. J'avais pensé faire la même chose de mon côté avec John Scofield. Est-ce que toi, t'aimes bien John Scofield? J'adore. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien? Dis-moi ce qu'il y a de bien dans John Scofield, parce que John Scofield, je l'ai vu jouer sur scène quand j'étais au CMCN. Et le mec, il tourne le dos à la scène, au public, en fait, tout le temps quand il joue. Il y Et a déjà, je pense que c'est une des personnes. Alors, c'est une des personnes Alors, il fait partie des 10 personnes que j'ai le plus relevé déjà. ah, Et il fait partie des personnes qui ont eu un impact, un des impacts les plus rapides sur mon jeu. C'est-à-dire que son placement rythmique m'a énormément, énormément influencé. C'est-à-dire que j'ai tendance à jouer beaucoup au fond du temps, par exemple. C'est voulu retenir vraiment, voilà, vraiment les phrasings, tu vois. cette Déjà, retenue que j'ai du mal à. Moi, j'entends pas de mélodie quand il joue. Quand j'entends Joe Pass, voilà, les notes, c'est hyper mélodieux. Et John Scofield, j'ai l'impression qu'il fait exprès de ne pas jouer, d'être toujours en retrait. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi tout alors le moi monde l'aime que alors j'entends pas de mélodie? il y a l'album Rough House avec Elvin Jones qui est vraiment, pour moi, c'est un game changer, vraiment. Il y a l'album Musing for Miles avec Joe Henderson, dans lequel déjà j'en ai des frissons, tu vois. Déjà rien que quand il Mais accompagne. explique-moi justement, c'est ça que je voudrais entendre, c'est qu'est-ce qui te donne le frisson dans sa musique et dans son jeu de guitare? Quelles sont les choses C'est le qui font que phrasing, enfin ce que j'appelle le phrasing. Voilà, moi c'est vraiment le phrasing, la façon. Il y a plusieurs choses. Quand j'écoute un musicien, en général aujourd'hui, j'écoute pas les notes en fait, grosso modo. Moi j'écoute son discours. C'est comme si je te disais, quand tu m'entends parler, tu essayes dans ta tête de te dire, de mettre tous les mots avec les lettres. Donc Mhm. j'écoute pas forcément les notes. J'écoute la cohérence du discours, l'architecture, la façon de gérer l'espace, la façon d'enchaîner les phrases, par exemple, comme tu vas dire, phrase longue, phrase courte, phrase longue, comment Mhm. il va mettre il va en faire un melting pot avec ce qui, pour moi, fait l'essence, en fait, du phrasé, en fait. Par exemple, quand Mhm. j'écoute Alan Holdsworth, quand j'écoute Alan, je suis pour moi, il y a une science. Tu vois, regarde, encore une fois, là, j'ai les poils, là, je sais pas si vous pouvez voir. Mais il y On a, les voit à la caméra, là, ils sont là. ouais, si tu veux, il y a une science, pas une science, mais une élégance dans le phrasé, une richesse et une cohérence qui, pour moi, quand j'écoute, mais comment on peut arriver à avoir un tel phrasé? Comme, allez, pour te donner une comparaison, je sais pas si t'aimes la littérature, etc., mais moi, plusieurs fois, par exemple, j'adore le Comte de Monte-Cristo de Alexandre Dumas. Mhm. C'est mon Ouais, roman préféré. Et ok. je l'ai lu à plusieurs reprises dans ma vie. Et la dernière fois que je l'ai lu, sûrement peut-être parce que j'ai 40 ans et que bah, je suis de moins en moins, comment dirais-je, je suis peut-être de plus en plus sensible à certaines choses. Il y a des passages, je les ai carrément surlignés dans mon Kindle et je les ai exportés parce qu'il y a des passages en fait où la langue française est utilisée d'une telle façon, il utilise les mêmes mots que nous, que n'importe qui, sauf que tu dis waouh, voilà. Et si tu veux, avec John Scofield, j'ai ça. Avec Pat Metheny, j'ai ça aussi. Alors peut-être que tu vas me rejoindre plus sur Pat Metheny parce qu'il a un côté beaucoup plus mélodique. Mais Pat Metheny et John Scofield,
pour moi, sont très 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 proches. Les deux guitaristes les plus proches qui soient sont Pat Metheny et John Scofield. Alors effectivement, le côté de John Scofield, un peu qui vient du blues, qui vient de B.B. King, etc., avec ce côté très très retenu. Mais si tu veux, dans le discours, dans la cohérence, dans la rhétorique d'improvisation, ils sont très très similaires tous les deux. D'ailleurs, ils ont joué, ils ont même fait un album ensemble qui est monstrueux d'ailleurs. Oui, Voilà. je les ai vus sur scène tous les deux. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, il y a. Moi, c'est quand j'écoute Scofield, c'est ça. Et notamment, il y a un album que j'aime particulièrement qui s'appelle. C'est un album où il y a Avi Bortnick en guitare funky. C'est un album qui est très très fun qui s'appelle Uber Jam. Il y en a deux. Il y a Uber Jam et Uber Jam 2. Et en fait, Uber Jam, je t'invite à l'écouter, cet album. Il y a une créativité, alors que le mec a fait une carrière et il arrive, si tu veux, tout comme un Steve Vai, à se renouveler encore et encore et encore et encore. Et quand j'entends Scoff, ouais, clairement, je suis. Et je t'invite aussi à écouter l'album Musing for Miles avec John Anderson. Tu écouteras le morceau Milestones Hold. Et en fait, tu écoutes le phrasé John Scofield, déjà quand il accompagne, c'est une tuerie, on dirait un pianiste, clairement. Et en plus, quand il fait son chorus, t'as l'impression, en fait, il se ponctue lui-même avec d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai le relevé. C'est vachement intéressant de voir le relevé, comment justement cette gestion de l'espace, avec les ponctuations d'accords, d'intervalles, tu vois, de dixièmes, même des fois des clusters. Il y a une telle créativité dans le jeu de ces gars. Enfin, voilà, moi, qui me subjugue, en fait, voilà. Ça a été un guitariste qui a été pour moi difficile à comprendre parce que il Attention, je n'aime pas manquait. tout, hein. Oui, non, mais mais c'est Voilà. intéressant justement, c'est intéressant de comprendre le point de vue. Là, tu m'as donné envie, et c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Il y a beaucoup de musiciens qu'on aime moins. En fait, si on se donne la peine de rentrer dans leur univers, parce que c'est ça qui manque. Parce que la première écoute que tu peux avoir d'un guitariste ou d'un musicien ou d'un groupe que tu connais pas, bah, si tu flashes pas dessus, tu te dis bon bah non, ça j'aime pas. Or il y a des artistes, il faut en écouter plusieurs. C'est comme certains, c'est comme la bière brune en fait. Il faut en boire un petit peu avant C'est de comme si commencer tu à... veux t'intéresser à Pat Metheny et que tu tombes sur l'album Zéro Tolérance for Silence, quoi. For Silence. Voilà, c'est Pat clairement, c'est pas Metheny. du tout l'album à écouter en premier, quoi. Ah, voilà exactement. Et Pat Metheny, en fait, j'ai commencé à aimer quand j'ai joué avec un bassiste Bright Size Life. Yeah. Mm. Et le morceau, en fait, j'arrivais pas à le mémoriser, donc je l'ai écouté 50 fois. Je me suis dit, mais c'est un génie, en fait. Ah oui. J'arrivais pas, j'aimais pas avant, j'aimais pas le côté, euh, le côté froid de son jeu de guitare. Parce qu'il, tu sais, il joue jazz, mais avec pas de tone control. Donc, il joue avec un son très brillant. Et en fait, c'est pas jazz, en fait, ce qu'il fait, parce qu'il n'y a jamais de septième. Donc, c'est toujours des triades. Mm. Et ça, je trouvais ça, voilà. Tout le monde dit, bon, c'est du jazz, mais en fait, c'est pas du jazz. Donc, c'est un peu expérimental et j'avais du mal à dire, y a quoi de bien, il y a quoi de bien là-dedans. Donc, à force d'écouter ce morceau, à force d'écouter d'autres, c'est le rythme, moi, qui Ah oui, m'a rythmiquement, ils sont très très séduit. forts. Ce placement rythmique où il va jouer jamais, il va jamais attaquer au début de la mesure, hein. Faut pas rêver. Et donc, des phrasés qui Oui. te, qui sont vraiment à la fois envoûtants, rythmiquement, il y a un espèce de groove, un groove que tu n'aimes pas au début et dont tu deviens dépendant après. C'est-à-dire Ouais, que c'est vrai. tu l'attends. Au début, tu vas te dire, j'entends pas où est le groove. Et après, c'est un groove qui va t'envahir et t'obséder. Et là, c'est vraiment le mot, une obsession. C'est-à-dire que tu sais pas ce que t'aimes avec ce truc-là, mais tu peux plus t'en passer. Et j'ai fini par rentrer dans le délire du gars. Mais je l'ai trouvé assez froid. Je trouvais assez froid quand même en personnalité. Et ce fait d'être toujours dans la retenue musicale, j'ai mis un certain temps. Mais j'ai adoré l'interview qu'il a fait avec Rick Beato, où là, Mm. euh, j'ai vraiment, parce que c'était intéressant qu'il donne des informations sur son Mm. parcours et sur son approche de la musique, sans se poser de questions, parce qu'il a toute cette carrière derrière lui, il n'a plus rien à prouver, et Oui. enfin, il peut s'exprimer totalement librement Mm. sur, sur la musique et la guitare.
tout à Et fait. c'est fait partie de ces artistes-là que j'aimais pas du tout au début. Et John Scofield, j'ai encore du mal. Il y a la chaîne de Lars Jensen, c'est comme ça qu'il s'appelle, le jazzeux. Si, si, ouais, yes, yes. Lui, il est influencé par Scofield. Ouais. Donc, c'est là, en regardant sa chaîne, apparemment tu l'aimes pas trop, j'ai l'impression. Qui ça? Qui ça? Lars. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, j'aime beaucoup. J'ai déjà discuté plusieurs fois avec lui. Non, non. Ouais, ouais. euh, Lui, il est influencé Scofield et il y a certains. Effectivement, j'ai fini par comprendre l'utilisation de certaines notes, ce qui faisait que le style de Scofield était intéressant, mais j'ai encore du mal avec. C'est-à-dire que c'est des phrasés qui sont pas. Même, tu peux pas le chanter tout de suite. Tu Ouais, peux ouais. même pas le chanter tout court, hein, on va le dire comme ça. Moi, j'aime bien les trucs. Ouais, 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 ouais. Hmm. Et il n'y a pas ça chez Scofield. Ouais, ouais. Mais c'est spécial, c'est sûr. Mais les mecs qui détestent le shred, c'est le premier truc qu'ils vont dire. Ils disent, il n'y a pas de mélodie. Bon, déjà, il y a de la mélodie, mais effectivement, la mélodie, tu l'entends pas, toi, de la même manière que quelqu'un qui aime ce style-là. Tout à fait. Ensuite, ce que je dis souvent à des personnes qui n'aiment pas un artiste, qui n'aiment pas le jazz, par exemple, j'ai discuté avec un copain qui, sa femme, elle déteste le jazz. Sa femme est chanteuse. Et je, je disais, en fait, elle aime pas par rapport à ses standards à elle, parce qu'elle, elle aime communiquer avec le public. Elle aime, euh, elle aime comprendre avec qui. Enfin, elle aime avoir une connexion avec l'audience. Les gens qui aiment le jazz, c'est pas des gens qui sont venus voir un concert de Metallica, c'est justement des gens qui veulent autre chose. Et donc, comprendre chaque style, c'est comprendre également que les gens qui aiment tel style, c'est justement parce qu'ils n'ont pas envie de. J'ai des élèves qui sont fans de Gojira, du groupe pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et c'est justement, ils n'écoutent pas Gojira parce qu'il y a des mélodies qui sont super catchy. Ils écoutent pour cette puissance, Oui, pour pour cette énergie. l'énergie. Hmm. Exactement. Or, moi, le premier truc que je leur ai dit, il n'y a rien que je peux chanter dans Gojira. Elle est où la mélodie? Alors moi, je Ils trouve m'ont que dit, c'est mélodique quand même, même les riffs et tout. Le rythme a une mélodie. c'est un délire différent. Tu vas pas avoir des petits arpèges en son clair avec trois notes à la guitare, avec une intro ambiance. Hmm. C'est leur délire à eux. Et ils sont très bien comme ça. Ils excellent dans leur style. Mais au début, la première impression que j'ai, c'était voilà, c'était extrêmement rythmique, extrêmement énergique. Donc ne va pas chercher, et je me donne ma réponse à moi-même, ou mon argument, c'est ne va pas chercher dans ces groupes-là, tu voudrais qu'il y ait tout. Les gens qui écoutent du rap, ils n'écoutent pas le rap justement parce que ils ont besoin des textes. C'est vraiment les textes qui font une partie essentielle du rap. Moi, j'en écoute pas, mais j'ai compris que c'était. Je suis mitigé. L'instru, le groove, le rythme, le flow, ce qu'on appelle, parce que par exemple, tu prends. Je t'invite à. Si tu veux, je t'enverrai le lien. J'étais dans un coffee shop en Hollande. On était forcément, donc on était dans un état second, j'ai envie de te dire. Et puis, on a entendu une compile de rap avec Snoop Dogg et Ice Cube. Ouais. Clairement, clairement, rythmiquement, les mecs, j'avais. Il y a les grooves, il y a les grooves, il y a des grooves les grooves sont super évidemment, mais le flow, c'est ce dont tu parlais, effectivement, c'est ces paroles qui sont savamment structurées pour qu'il y ait que ça crée ces rythmiques-là. Quelqu'un qui n'aime pas le rap, il va dire bah il n'y a pas d'instrument de musique, c'est des gens qui savent pas dessiner une clé de sol, blablabla. Bla, bla. Or, le but c'est justement ça, qu'il n'y ait pas d'instrument de musique, qui est de la musique qui soit faite d'une autre manière. Hmm. Donc si tu n'aimes pas un style, ne va pas chercher les choses qui te manquent dans ce style que tu adores dans d'autres styles. C'est un style qui est différent. Et c'est ça qui, moi, à titre personnel, me manque avec certains artistes, c'est que j'ai du mal à rentrer dans le délire, dans l'univers de l'artiste en question, parce que j'ai du mal à entendre le truc qu'il faut entendre. Moi, je vais chercher les trucs qui me manquent. Donc, si j'écoute Pat Metheny, je dis, bah attends, il y a rien que je peux chanter là-dedans. Donc, j'aime pas. Bah non, c'est justement, c'est l'inverse. Il faut que tu cherches le truc qui fait que cet artiste est intéressant. Et c'est Yes. pas avec les choses qui te manquent, toi, que tu voudrais entendre. C'est pas pour écouter Joe Satriani que tu vas écouter Pat Metheny. C'est pour Yes. écouter Pat Metheny. Donc, ne va pas dire, ah ben, il n'y a pas la pédale wah-wah.
Yes, tout à fait. C'est D'ailleurs, pour autre chose. sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va y aller. Ça fait plus d'une Ouais, heure. on a débordé, là. Désolé. Donc les amis, vous avez tout ce qui concerne roue guitare dans la description. Et Ouais, ouais, bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt à demain pour une autre vidéo en tout cas. ciao. Tu leur dis au revoir ou pas? Bah, écoute, je croyais que tu allais dire au revoir, moi. Au revoir, les amis. Portez-vous très bien. À très Allez, bientôt. ciao. Ciao. Bye.